pour bien profiter de ce talk, je vous prie de mettre vos téléphones en mode avion. Comme ça, vous n'allez rien rater. Alors, l'IA rend certains rêves possibles. Qui d'entre vous n'a pas codé une petite application? Moi, je parle de développeurs du dimanche, un peu comme les coureurs du dimanche. En faisant ça, on pense que c'est facile de faire du logiciel avec de l'IA. Non, c'est pas facile. Il faut de la méthode. L'IA apporte énormément de choses. Il n'a jamais été aussi facile de casser une production qu'avec la Generative AI. Il n'a jamais été aussi facile d'introduire des risques de sécurité qu'avec la Generative AI. Donc, à grand pouvoir, grande responsabilité. Si vous suivez le paysage, tous les 3 mois, on a une nouveauté. Donc, dans nos organisations, le temps qu'on se décide sur quoi partir, il y a une nouveauté qui arrive et finalement, on ne démarre jamais. Donc, la seule certitude, c'est que l'IA va plus vite que notre capacité à suivre le rythme. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi en petit voyage sur une mission avec un client qui nous a demandé de moderniser une application. Alors, c'est une petite application qui a été développée en Shadow IT par nos clients pendant 10 ans. Donc Shadow IT est quelque chose qui n'existe pas et bien évidemment qui va se multiplier avec la GenIA. Cette application, elle sert aujourd'hui à gérer les plannings de supervision du réseau de clients. Donc un réseau électrique, un réseau d'eau, un réseau de gaz, un réseau de télécom, peu importe. Je vois des clients sourire dans la salle. C'est les seuls qui savent de quoi je parle. Cette application, elle a énormément de règles métiers. Voilà, en fait, quand on fait de la supervision 24/7, il faut un profil. Il y a des gens qui sont spécialisés en infra, en sécurité, des gens qui sont spécialisés sur certains équipements. Donc, on ne peut pas avoir n'importe qui remplace n'importe qui. Il y a aussi des problématiques liées au temps de travail, aux horaires de repos, les temps légaux, les conventions collectives, locales, etc. Donc il y a énormément de règles de gestion. Il y en a à peu près 100, 150 à gérer, 100 juste à gérer sur la partie planification. L'application, elle était sur des vieilles technologies, du Python, Django, Apache, qui sont toutes outdated et qui sont plus supportées. Donc ce client, il voulait ouvrir cette application qui était faite dans une région aux autres régions. La problématique avec toutes ces technologies qui étaient outdated, c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire parce que l'application, elle n'est pas prod-ready. On ne peut pas la pousser en production. Donc, elle tournait sur un serveur local de développement. Donc, la région l'utilisait, mais on ne pouvait pas la généraliser. On avait vraiment des problématiques de sécurité et aussi des problématiques de sécurité by design. Typiquement, une base de données qui n'est pas cryptée, des API qui ne sont pas sécurisées, un login password en local. Voilà, on n'était pas connecté au SSO parce qu'on ne peut pas se connecter au SSO parce qu'on n'est pas au bon niveau de sécurité. Toute la partie code spaghetti, elle était là, le code n'était pas maintenable, difficile. Il y avait quelques problèmes de performance. Donc, c'était 30-35 personnes qui l'utilisaient. Ils avaient déjà des problèmes de performance. Donc, imaginez qu'on va ouvrir à 500 personnes. On ne va pas aller très loin. Et à l'époque, en 2016, l'accessibilité n'était pas une priorité. Donc, bien évidemment, l'application n'était pas accessible. Alors, le client il nous a demandé de moderniser cette application, de la rendre compatible avec son SI. Mais, comme beaucoup de monde, il avait des contraintes de budget et de temps. Donc, il fallait respecter ces contraintes-là. Et donc, il nous a demandé, est-ce qu'on peut faire plus vite et moins cher avec l'IA? Bien évidemment, on a dit, on va regarder. Donc, pour respecter les contraintes de planning, c'était la squad à gauche qu'il fallait. Il fallait à peu près 4 développeurs, un peu de PO, d'UI et d'Ops. Okay. Pour respecter les contraintes de budget, c'était la squad à droite. Il fallait que 2 personnes. Et donc la question que le client a posée, est-ce que vous pouvez, avec 2 personnes et de l'IA, faire autant que l'autre équipe? Je lui ai dit, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. On a essayé, on a poussé le curseur vraiment très très loin. On n'avait aucune idée de est-ce que ça va marcher ou pas. Donc c'était une relation de confiance entre nous et le client, disons, on va pousser, on va regarder où est-ce que ça peut nous emmener. Et cet aspect confiance est vraiment très important dans les relations qu'on a eues sur ce projet-là. Alors je l'appelle Squadrato, pourquoi Vous avez entendu
bien évidemment parler des T-shapes, des profils T-shape, un vertical, une barre de T. Alors là, les barres, on les a enchaînées. C'était plus un pi, c'était plus un m, c'était un râteau. Voilà. Donc nos tech leads faisaient tech lead, PO, Ops, UI, PM, tout. Alors on a utilisé un setup, je ne sais pas si c'est particulier. En tout cas, aujourd'hui, si vous avez acheté des licences GitHub, vous êtes sur le setup A. Donc vos requêtes partent sur un serveur, soit chez Cursor ou chez GitHub Copilot, et après ça attaque un autre serveur quelque part. C'est pas ce qu'on a utilisé parce qu'on avait quelques contraintes de confidentialité. On est passé sur un setup local. Là, on est passé sur notre tenant AWS du Bedrock. Ça aurait pu être du Vertex, sur lequel on consommait du Cloud. On utilisait du Sonnet, de l'Opus et de l'Haiku. Et on reviendra dessus pourquoi on a fait ce mélange-là. La première barrière que l'IA fait sauter, c'est la barrière d'entrée pour reprendre le legacy. Donc, ce que disait tout à l'heure Bruno, pour ceux qui étaient là, personne n'ose attaquer un legacy aujourd'hui. Les développeurs fuient même côté recrutement. Alors, avec l'IA, on peut oser, on dit, OK, on se sent rassuré pour attaquer une code base qui fait, là, c'était une petite, 100 000 lignes, mais on peut attaquer des codes base de 1 million, 2 millions, 30 millions de lignes de code. Parce que le coût, il est vraiment faible. On peut faire des analyses macro par l'IA. Donc là, on faisait avant du carottage. Ben là, on peut ratisser vraiment de fond en comble le code pour chercher des patterns de sécurité, des patterns de performance, des choses comme ça. Et enfin, on peut s'aider de l'IA pour faire un peu de l'identification de zones prioritaires de rénovation. Alors, je vous donne, je ne sais pas si c'est lisible, mais je vous donne juste un exemple d'analyse assistée par IA. Donc là, on a fait analyser un module. Donc là, on voit tout en haut un peu les règles métiers. Bon, peu importe ce que ça fait dans les règles métiers. Mais en dessous, j'ai un listing des problèmes identifiés. Donc là, donc le premier, il dit qu'il y a une absence, un problème qui est lié à une erreur. Donc il y a une erreur 500 qui est renvoyée, mais il n'y a pas de message explicite. Donc c'est une erreur de type UX. Donc il me dit, voilà, ça serait bien de mettre un message pour dire, voilà, il se passe quelque chose. Le deuxième, c'est il découvre qu'il y a une variable qui est initialisée, mais qui n'est pas utilisée. Donc c'est du code mort. Donc là, il dit, ça serait bien de nettoyer ce code mort. Et à la fin, le troisième, il est très sympa. Il dit, n'importe quel utilisateur authentifié peut accéder aux données d'un autre utilisateur. Voilà, en fait, zéro ségrégation. Donc n'importe qui peut voir les données de n'importe qui. Donc ça, c'est un risque de sécurité. Donc sur la partie identification, une fois qu'on a fait ça sur tous les modules, donc c'est une analyse qui est vraiment assistée sur un premier batch, on dit, tiens, propose-moi un plan de rénovation. Donc sur ce plan, il va dire, tiens, à court terme, tu peux corriger les failles de sécurité, tu peux améliorer la gestion d'erreurs, et à long terme, tu peux retravailler sur l'interface, faire un truc un peu responsive, et peut-être intégrer l'annuaire LDAP. Donc ça, c'est juste une proposition, ce n'est pas la vérité. Donc ce qu'il faut garder avec ces outils-là, c'est un assistant. Donc c'est vous qui décidez. Nous, typiquement, le dernier point, l'intégration de LDAP, c'était une priorité numéro 1, à la fois pour nous et pour le client. Okay. Mais cette analyse-là, en une semaine, on a pu faire une analyse globale d'une code base de 100 000 lignes. Donc aujourd'hui, si vous prenez le temps de lire 100 000 lignes de code, c'est énorme. Savoir 10 000 lignes de code, c'est à peu près Les Misérables de Victor Hugo. Donc 10 fois Les Misérables en une semaine, c'est très misérable. En termes de méthodologie, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On est parti de ce qu'on fait d'habitude, en fait, un cycle de développement classique. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, vous avez une user story, vous regardez, vous explorez les solutions, vous découpez ça en petites tâches, vous codez, vous testez, les tests ne marchent pas, vous revenez, vous codez, vous déployez, vous capitalisez. Un cycle classique. Et ce qu'on s'est dit, on a remplacé la partie décomposition par un prompt. Fais-moi cette US, et bien évidemment, ça ne marche pas. OK ? Ça ne marche pas. Alors, ça marche. Mais du coup, sans animation, il va falloir que je sois un peu plus didactique. La chose la plus importante, c'est la partie onboarding. Okay. L'IA, c'est un nouveau développeur junior qui arrive dans votre équipe. Et pour
comme pour n'importe quel humain, vous avez besoin de l'onboarder. Donc pour l'onboarder, il faut lui donner du contexte. Donc tout ce que Mathieu a dit ce matin sur le context engineering. Donc on va construire du contexte comme si on expliquait à quelqu'un qui vient d'arriver ce qu'il y a à faire. On va lui donner nos standards d'équipe, des standards qui sont aussi maintenus à jour au fur et à mesure du projet. On va lui dire les outils, tiens, les user stories, tu peux les récupérer sur un Jira, des écrans, tu peux les récupérer sur un Figma, etc. Donc on lui donne la liste des outils, et aussi on lui explique où est-ce qu'il peut trouver les agents, quels agents sont à disposition. Donc s'il y a un agent testeur, un agent code reviewer, voilà, on les cite de manière explicite. Et enfin les skills, Mathieu en a largement parlé. Donc cette partie onboarding, elle se fait dans le temps. Donc il y a un premier jet, on l'utilise, mais après, on itère dessus, et au fur et à mesure qu'on avance, l'onboarding s'améliore. On rentre dans la deuxième phase, qui est la phase de planification. On prend une user story, pareil, je fais la même chose, explorer, décomposer en tâches, ça, on avait l'habitude de faire. Là, on va s'arrêter sur la partie instruction de tâches. On va se dire, ma user story, je l'ai découpée front-back, après je dis, tiens, tu vas me faire une API, peu importe. Il faut que je sois très explicite sur comment faire. Je dis vraiment, c'est un junior, je lui explique détail par détail la liste des activités et comment faire. Et si cette instruction est récurrente, je vais en faire un fichier à part entière, donc nous qu'on a appelé des instructions, je vais donner un exemple, qui va réutiliser. Et typiquement, comment poser un test unitaire, comment poser un test d'intégration, comment poser un test playwright. On fait le prompt. Alors le prompt, ça va être simple, c'est fait cette US avec ces instructions et avec ces skills-là. On est vraiment directif, on reste directif. Il va coder, il va tester, le test est KO, ou le test est OK, peu importe. On va faire une code review. Et là, on s'arrête à cette code review. Si elle est KO, ou si le test est KO, on a pris un pari, dire si l'output est KO, c'est que l'input n'était pas bon. Et là, on s'est inspiré beaucoup des méthodologies Lean. Aujourd'hui, dans le Lean, quand vous fabriquez une pièce, si la pièce est défectueuse, qu'est-ce que vous faites? Vous ne corrigez pas la pièce. Vous arrêtez la chaîne de production, vous revenez en arrière, vous essayez de trouver la source. Et en fait, là, on fait exactement la même chose. Voilà, donc on revient en arrière. Okay. Alors, ce qui se passe, c'est que par rapport à avant, on passait 70%, 20% en planification, 70% en réalisation. Là, c'est vraiment l'inverse. On passe énormément de temps à planifier, à spécifier, et presque rien en réalisation. C'est l'IA qui code, et ça coûte pas grand-chose. Alors, un exemple de user story. Est-ce qu'il a animé? Voilà, donc je veux faire, là par exemple, je veux calculer est-ce que mon agent, l'agent humain, a respecté cet temps de repos de 48 heures par semaine ou de 12 heures par jour. Okay. Je vais lui dire, donner des tests d'acceptation. Donc tu vas faire un calcul. Si l'opérateur a fait plus de 50 heures, tu affiches un message qui dit tu as travaillé plus de 48 heures. Et pareil pour d'autres. Et là, c'est un exemple de tâche. Okay. Donc le tâche, c'est le plan que l'IA va suivre. Et ça, c'est vraiment très important. Il n'y a pas plus bête qu'une IA. C'est vraiment très détaillé. Il n'y a pas plus bête qu'une IA. Donc il faut vraiment être très, très explicite sur ces choses-là pour le développement, pour avoir des bons résultats, bien évidemment. Parce que si vous ne vous souciez pas trop du résultat, en mode vibe coding, en fait, voilà, on peut se permettre beaucoup plus de largesse. Jusque-là, tout va bien? Super. Donc, une instruction, donc ça, c'est des exemples. Voilà, on a fait des instructions sur les tests d'API, les golden tests, les refactoring, voilà, peu importe. Alors, le prompt, l'exemple de prompt, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, on va dire tu vas lire ce fichier, tu vas analyser ce fichier, tu vas refactorer quelque chose. Donc on est explicite sur l'intention. Et on va dire dans le prompt, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut respecter des principes solides, il faut respecter des principes de clean code, peu importe. Et si je suis dans les principes solides, je veux dire, tu vas respecter l'inversion des dépendances. Je veux vraiment dans le détail, parce que ce que je cherche à faire maintenant, c'est une inversion de dépendance. Donc en termes de méthodologie de modernisation, c'est tout ce que Bruno a raconté avant, là, pour ceux qui étaient là. C'est ça qu'on suit, mais assisté par IA. Donc, ce n'est pas elle qui va faire un plan de modernisation, c'est nous qui connaissons le plan de modernisation. On va juste la dicter, la diriger pour qu'elle l'exécute. Et là, typiquement, voilà, je cherche mes principes solides et je fais toujours des checklists
pour que l'IA ne se perd pas. Donc je dis, typiquement, tu fais des classes ou des méthodes qui sont moins de 30 lignes. Tu fais des noms explicites sur les variables, ubiquitous language, etc. Alors, l'histoire à rebondissement. La slide, elle est revenue dans le bon ordre. Alors, on a fait 3 mois, on a modernisé cette application, elle était nickel. On pouvait la déployer sur la région qui l'utilisait déjà, mais sur un serveur de production. Les autres régions, elles avaient des besoins spécifiques. Donc on a dit, tiens, on va les implémenter. Donc ces besoins spécifiques, c'était à peu près 2 mois pour la première région et 2 mois pour la deuxième région, parce qu'ils n'avaient pas... Chaque région a ses spécificités. Fin janvier, on avait fini la deuxième région, et les besoins de la troisième région, ils commençaient à devenir de plus en plus coûteux. Ah oui, j'ai oublié de dire, en fait, 100% du code était généré par IA. On n'a pas écrit une seule ligne de code. Okay. Bon, c'est juste au passage, comme ça je le précise. Et même en générant 100% du code, ça devenait coûteux pour nous. Et quand je disais au départ que l'IA change énormément, septembre, on utilisait des méthodologies de 2025. Vous savez, janvier, on était en 2026, il fallait changer de méthodologie. Et il y avait les frameworks type BIMAD, il y en a d'autres qui sont sortis, qu'on a utilisés. BIMAD, c'est une méthode. Je reviendrai dessus pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc là, on s'est posé, on dit, est-ce qu'on peut faire différemment? Et là, la réécriture s'est imposée. Parce qu'on était sur du Python, on a tout fait, mais on arrivait vraiment au bout. Et on a dit, on va réécrire. On s'est posé pendant 1 semaine, on a réécrit toute l'application, un peu en mode bourrin. Et on a mis 3 semaines à corriger ce qui n'allait pas. Et globalement, en 1 mois, on a refait toute l'application, from scratch, qui contenait les 10 ans, plus les 3 mois, plus les 2 mois. Mais sur une nouvelle architecture, on est passé du Python à du Node, à du React, des technologies bien clean, et tout ce qu'on avait imaginé avoir et faire un jour sur un projet sans jamais avoir le temps de le faire, on a dit, tiens, fais-le. On s'est vraiment lâché. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, les 2 mois qui étaient assurés, c'était la deuxième région, en 2 semaines, c'était plié. Et il nous restait encore 2 semaines. D'ailleurs, on n'a toujours pas fini, donc on a repris plein de choses qui n'étaient pas dans le backlog initial qu'on a pu implémenter. Vous voyez l'accélération? Déjà, avant, c'était beaucoup, et maintenant, en fait, on a explosé encore plus les temps de réalisation. Et dernier fun fact, le MCE agentique, le client va dire, Octo, est-ce que vous faites la maintenance? Je dis, bien évidemment, on ne va pas faire de la maintenance. Qui achète à Octo de la maintenance? Le prix, ça coûte une fortune. Il dit, tiens, faites-moi un agent qui va faire la maintenance. Donc c'est ce qu'on va faire. Pareil, personne n'a jamais fait, il y en a qui ont essayé. Nous aussi, on va essayer, on va voir si on y arrive ou pas. Oui. Alors, rapidement sur la démarche BIMAD, on est parti du spec. En fait, quand on l'a fait, les 3 mois plus les 2 mois, en fait, c'était de la connaissance qu'on a acquis qui n'était pas partie à la poubelle. À partir de ça, en fait, on a régénéré vraiment des specs high level de notre application. On a lancé une petite équipe d'agents. Donc, il y avait un product manager qui nous a fait les product requirements, un architecte qui nous a refait toutes les règles d'architecture. Donc, on lui a dit, tiens, tu vas faire le multi-tenant. Avant, on n'avait pas de multi-tenant. On l'a alimenté avec plein de choses. On n'avait pas d'UX designer. Donc, on a pris un UX designer argentique qui nous a fait des écrans. On lui a donné le design system. C'était génial. Il nous a fait tout bien. Le PO, il a pris tout ça, il a fait des épiques des US, tout ce que vous voulez. L'agent team, après, ils se sont relayés, ils ont codé, ils ont fait du code review, plein de trucs. Ils ont bossé le samedi, le dimanche, à 23h, à 2h, à 5h. En fait, c'était H24. C'est pour ça qu'en 1 semaine, on a fait. En fait, une journée d'un agent, c'est 24 heures par jour, et il code 100 fois plus vite qu'un humain. Donc, vous voyez l'accélération. Mais après, il faut suivre pour relire tout ça. Voilà, donc c'est ce qui nous a permis en fait, d'aller vite. Alors, les résultats. Vous savez, au départ, j'ai dit qu'on avait des problèmes sur de performance. Donc là, il y avait une page, la page principale, et elle se lançait en 7 secondes. Bon, on a réussi à la faire passer à 600 millisecondes, à peu près en une demi-journée. Quand on avait creusé le problème de perf, en fait, cette page j'ai lancé 8000 requêtes SQL. Donc je ne sais pas qui l'a codé, mais elle n'était pas très intelligent à l'époque. On a pu en fait, passer de 8000 à 136, mais vraiment en une fraction de temps, parce qu'on l'a dirigé. En fait, on n'a pas utilisé l'intelligence de l'IA, mais on a utilisé sa puissance d'automatisation.
C'est ça ce qui est important en fait. On peut faire des trucs très 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 vite avec ces outils et on a réduit de moitié la code base. Donc finalement, en fait, il y avait besoin que de 50 000 lignes de code au lieu des 100 000. Deuxième fun fact, c'est que quand on a lancé le projet, on a eu la mauvaise code base. Donc pendant 2 semaines, on a travaillé sur la mauvaise version de l'application. Catastrophe, pas tellement, parce que tout ce qu'on a setupé dans l'onboarding, les spécifications, ça nous a servi. En fait, en 2 jours, on a réappliqué tout. Pareil, c'était pas de l'intelligence, c'était de la puissance de calcul. Voilà, j'en passe. Migration de base de données en 2 jours. Bon, pour ceux qui ont fait des migrations de base de données, 2 jours, c'est juste le temps de se mettre d'accord sur comment on va faire entre humains. Une intégration de SSO en une demi-journée. Voilà, on a pris un truc standard. Je pense que les meilleurs font ça en une journée, à la main. Bon, il y en a 1 ou 2 personnes, je pense, qui font ça en une journée. Alors, on a appris énormément de choses. La première chose, c'est qu'on va aussi vite que l'élément le moins rapide. Donc là, si je prends sur cet exemple fictif, vous avez 9 tickets en entrée. C'est ça le besoin métier que vous avez à traiter dans le sprint ou l'itération. Bah, vous passez ça à l'équipe de design, ils en design que 6 parce qu'ils peuvent traiter que 6, donc vous avez 3 en stock. Vous passez ça à l'équipe de développeurs, de développement, ils peuvent en traiter que 3, donc vous avez 3 en stock, c'est là où vous commencez à râler sur les devs, ils sont longs, ils ne savent pas faire, patati patata. Vous testez les ops, encore c'est les pires, ils peuvent déployer que 2 parmi les 3 tickets. Donc vous avez mis 9 en entrée, 2 en sortie, vous avez 7 tickets qui sont partis en stock. Et là, il y a quelqu'un qui a une super idée, il dit tiens, les développeurs, ils ne codent pas assez vite, on va leur mettre de la génie. Ok, on va multiplier par 3 leur vitesse, donc ils vont pouvoir coder 9 tickets. Ok, tu vois bien, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, pourquoi? Parce que les 9 tickets, eux, ils peuvent en recevoir que 6. Donc en fait, ils vont juste aller prendre des cafés plus vite et plus longtemps. Okay, en fait, il ne se passe rien dans le système. Vous allez toujours avoir 2 en sortie. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut, c'est augmenter tout le monde. Donc vous allez prendre l'équipe de déploiement qui avait que 2 tickets par itération. Si vous le multipliez par 3, vous la faites passer à 6. Vous augmentez l'équipe de test, vous passez à 6. Voilà. Et petit à petit, vous prenez l'élément le moins rapide, vous le mettez au niveau de l'élément deuxièmement rapide, etc., jusqu'à ce que vous augmentez toute votre chaîne. Et donc là, si on veut la faire passer à 9, il fallait augmenter encore beaucoup plus l'équipe de déploiement. Okay, c'est vraiment ça la méthode. Alors l'humain est le facteur limitant. Vous imaginez, en fait, c'est l'humain le problème maintenant. Alors, premier exemple, un sprint, vous sollicitez votre métier 2 fois par sprint. Bon, nous, on était sur des sprints de 1 semaine. Okay, il se passe quoi si vous augmentez par 2, vous multipliez par 2 votre vitesse de réalisation? En fait, vous les sollicitez 4 fois par semaine. Si vous allez 4 fois plus vite, vous les sollicitez 8 fois par semaine. En fait, eux, ils ont autre chose à faire que répondre à votre sollicitation. Donc, quand vous introduisez de la vitesse comme ça dans un système, ça crée des tensions ailleurs. Donc, vous déplacez les problèmes. Donc, il faut en être conscient. C'est pas la peine d'aller trop vite pour attendre plus tard. Okay, donc il faut aller vraiment à la bonne vitesse que le système peut encaisser. Alors, si je reviens en arrière, ma squad classique, il m'aurait manqué quelqu'un. Réellement, ce qui est un product manager, un UX, parce qu'on n'avait que des techs. Donc à refaire, j'aurais pris un UX. Alors c'est un UX qui va être aussi au mode râteau. Je ne sais pas comment l'appeler, enfin je l'appelais PMX, c'est un Product Manager UX, PO, voilà, bref, il faut lui trouver un nom, mais c'est quelqu'un qui est aussi augmenté. Donc on va avoir que des gens augmentés dans une squad agile avec l'IA. Donc le TL va faire du DevOps, donc on va inventer le DevOps, enfin, et les devs, ils ne vont plus faire du front et du back, ils vont faire du full stack. Donc on va inventer enfin le full stack. Donc la multiplication des skills humains est une nécessité si on veut utiliser ces outils-là. Est-ce qu'il y a des gens qui font du squash ici? Non. Il y a personne. Ah, il y a quelqu'un qui fait du squash. Alors, si vous jouez au squash, une partie de squash, qui se fatigue le moins vite? La balle et le mur. Et en fait, c'est ça. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, quand vous utilisez l'IA, en fait, elle ne se fatigue pas.
Donc, voilà, vous lancez une petite requête, elle travaille pendant 5 minutes, et ah tiens, j'ai 5 minutes, hop, une deuxième balle, et hop, une troisième balle. Est-ce que vous avez 3 balles qui rebondissent sur le mur, en fait, vous passez votre temps à courir. Et ça, c'est super fatigant. Humainement, c'est très fatigant, ce contexte switching. La deuxième chose, c'est en 5 minutes, 10 minutes, le code est produit. Si vous accumulez le code jusqu'au lendemain pour faire la review, vous vous retrouvez avec 10 000 lignes, 5 000, 6 000 lignes de code. C'est impossible à lire. Donc, dès que ça sort du four, il faut le relire. Ce qui nous oblige à travailler en paire toute la journée, parce que voilà, on n'a pas le temps d'attendre le lendemain. Et aussi avec les PO. Donc, les développeurs qui utilisent l'IA vraiment à pleine puissance, sans exception, remontent cette problématique de fatigue. Donc, il faut s'aménager et se ménager un peu de temps. Donc moi, ce que je recommande, c'est toujours garder un temps de faire à la main, un travail humain, parce que comme ça, au moins, on respire, on va à la vitesse humaine, et ça nous permet aussi de se maintenir à jour avec le code, parce que si on code plus pendant 4 mois, 6 mois, 10 mois, en fait, c'est comme vous ne faites plus de sport pendant 6 mois, vous perdez un peu de performance. On recommande aussi d'alterner les activités. Donc parfois on fait du PO, parfois on fait de l'UX, parfois on fait des tests, parfois on fait du code. Voilà. Donc ça permet aussi de respirer. Et le dernier point, très important pour tous les managers qui sont là, ne poussez pas les équipes à bout. Si vous gagnez 20%, 30%, 40%, vous donnez ce temps aux équipes pour qu'ils apprennent autre chose. L'IA change tellement vite, et si le système est à 100% de load, ils n'ont pas le temps d'apprendre, ils n'ont pas le temps d'anticiper. Et c'est comme ça que nous, on a découvert le BIMAD, et que c'est comme ça qu'on a découvert d'autres choses qui sont sorties plus tard. C'est parce qu'on a eu ce temps-là de creuser et d'expérimenter. Donc le temps qu'on gagne avec l'IA, il faut l'investir dans l'apprentissage. Nos métiers changent pour de vrai. Donc on n'est plus software engineer, on n'est plus UX designer, PO. En fait, on a des nouveaux métiers, voilà, des context engineer, comme disait Mathieu ce matin, on est prompt engineer, on est reviewer de livrables. Et ça, c'est pas ce que les gens ont toujours envie de faire. Donc il faut accompagner ce changement-là. Les développeurs adorent développer, ils n'adorent pas faire de la code review, donc il faut un accompagnement. Il ne faut pas trop pousser. Takeaway, parce qu'il me reste 3 secondes. Avec de la méthode, l'IA produit de la qualité. Okay. Donc on arrive à avoir des livrables vraiment de qualité, mais il faut de la méthode. Cette méthode se repose énormément sur de l'écrit. Donc Mathieu l'a largement dit ce matin, de la documentation. Et c'est pas grave, cette documentation, on l'a construite de manière itérative. Donc le premier jet est toujours le mauvais, et c'est pas grave. Quand on déploie une IA sur le SDLC, c'est un changement d'organisation. Si vous augmentez que les développeurs, vous allez avoir des frictions ailleurs. Donc il faut que toute l'organisation s'adapte à ce changement-là. Et enfin, c'est vraiment fatigant, donc ne poussez pas le système jusqu'au bout. C'est un peu comme votre voiture. Le plein régime, ça ne sert à pas grand-chose, donc il faut honnêtement viser 50% de ce que l'IA peut faire. C'est largement suffisant. Et si vous visez 50% de ce que l'IA peut faire, vous pouvez gagner 50% sur le temps de réalisation de vos projets. Donc à peu près, c'est nous ce qu'on recommande aujourd'hui. On peut faire plus, mais il n'est pas souhaitable de faire plus. Merci.